Ce cours d'option du master Langue et Société de l'Université de Lorraine est consacré à l'art d'aujourd'hui et à la situation des artistes actuels. Ce sujet peut paraître à la fois terriblement vaste et ambitieux, voire téméraire, d'abord parce qu'il n'y a pas de situation unique ni homogène, et que la conception de l'art n'est pas et n'a jamais été monolithique non plus. L'utilisation du singulier dans les formules utilisées dans le titre de ce cours ou dans sa présentation est d'abord ici une commodité d'expression. La situation des artistes ou la condition artistique ne se laisse évidemment pas définir, pas plus hier qu'aujourd'hui, de façon essentialiste, en nommant des propriétés qui seraient valables pour tous et partout. Il n'en reste pas moins que l'on peut essayer de dégager des traits dominants et de tenter de donner quelques clés de compréhension de la manière et des conditions dans lesquelles les artistes d'aujourd'hui travaillent. Poser la question des nouveaux horizons et défis qui se posent aux artistes est une manière de souligner que c'est non seulement le concept d'art qui a évolué au fil du temps, mais aussi son environnement et le regard que l'on porte sur lui. Les motivations des créateurs, mais aussi les enjeux et les conditions de la pratique artistique évoluent au cours des siècles. Dans l'introduction de ce cours, je voudrais donc commencer par clarifier les notions utilisées et préciser la manière dont elles seront abordées. Ce sera l'occasion par là même de limiter le sujet et d'en expliquer sa portée. Je voudrais introduire ce cours par des questions de terminologie. Il sera souvent question, en effet, de notions qui sont à la fois très familières et très floues. Il est donc nécessaire tout d'abord de préciser de quoi on parle quand on parle des artistes, ou comme ce sera le cas dans la suite du cours, de l'art que l'on appelle classique, moderne ou contemporain. On pourrait penser que ces notions vont de soi, tant leur emploi est courant. En réalité, elles méritent d'être précisées, car elles sont souvent ambiguës, parfois contestées. Parler de la situation des artistes ou de la condition artistique au singulier relève, je le disais, d'une commodité d'expression, car il n'y a pas, bien évidemment, de modèle unique de la vie d'artiste. La situation des artistes recouvre des réalités très hétérogènes, variables non seulement selon les parcours singuliers des artistes et leur histoire personnelle, mais aussi selon les milieux, les pays et les cultures dans lesquels ils vivent ou dont ils sont originaires. Ces réalités peuvent varier aussi du tout au tout selon le genre sexuel des artistes. Jusqu'au début du XXe siècle, par exemple, le monde de l'art était un monde d'hommes. Dans l'étude que l'historienne Denise Noël a consacrée aux femmes peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle, et dont vous trouvez les références en bas du document PowerPoint, celle-ci souligne que ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que l'on admet la première femme à l'Académie royale de peinture et de sculpture en France. 14 peintres femmes seulement, dont 3 étrangères, siégeront à l'Académie française de peinture sous l'Ancien Régime, donc jusqu'en 1789. Leur nombre augmentera progressivement au cours du XIXe siècle, mais il ne concernera longtemps que les couches supérieures de la société et les jeunes filles de la bourgeoisie, qui pouvaient se payer des cours dans des ateliers privés ou subvenir aux dépenses d'un atelier, payer des modèles, acheter des toiles et des couleurs. Les femmes seront considérées longtemps, et au moins jusqu'au début du XXe siècle, comme des artistes amateurs et dilettantes, et elles resteront d'ailleurs souvent à l'écart des tendances avant-gardistes de leur époque. La place de la femme dans l'art a longtemps été limitée à celle de la muse qui inspirait l'artiste homme. Comme artistes, elles étaient ignorées par les historiens de l'art. On pourrait penser aujourd'hui que l'égalité juridique entre les sexes a réglé le problème et que les artistes femmes sont reconnus. Il est vrai que depuis la seconde moitié du XXe siècle, les femmes ont accès à une formation artistique à égalité avec les hommes. Dans les écoles des beaux-arts en France, par exemple, un pays largement conservateur sur ces questions, 60% des élèves en moyenne étaient des femmes en 2011.
Mais si les artistes femmes sont intégrées dans les écoles d'art et sont bien représentées, elles restent souvent sous-représentées dans les grandes expositions internationales, par exemple. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Elles manquent donc considérablement de visibilité, notamment internationale. La situation et la condition artistique n'est donc pas la même selon qu'on est une femme ou un homme, que l'on vit en démocratie ou dans une dictature, dans un pays riche ou dans un pays pauvre, en Occident ou ailleurs dans le monde. Un autre point que je voudrais clarifier dans cette introduction est celui du cadre temporel et de la période historique que nous considérons quand nous parlons de l'art actuel. À ce titre, il convient d'abord de différencier l'art actuel, donc celui du temps présent, de ce que l'on appelle communément l'art contemporain. Le mot contemporain revêt en effet deux sens assez différents. De manière courante, il signifie ce qui est de notre temps, de notre époque. Le terme ne contient alors aucun jugement de valeur. Le monde contemporain est par définition celui où nous vivons. Mais le mot art contemporain, surtout dans le domaine de l'art, n'est généralement pas une désignation chronologique pour tout ce qui se crée aujourd'hui. C'est une notion qui a le plus souvent un sens à la fois restrictif et une valeur polémique. On désigne par art contemporain un certain type d'art, celui dont la conception de l'art est en rupture avec la conception moderne de l'art. C'est dans ce sens polémique, par exemple, qu'à Los Angeles, on ouvrira en 1983 un musée d'art contemporain. La notion d'art contemporain ne désigne donc pas, comme on pourrait le penser d'abord, l'art d'aujourd'hui. Elle désigne une façon particulière de penser la notion d'art, de la concevoir, de montrer l'art, de le distribuer et de le vendre. C'est en ce sens que le terme a une valeur polémique aussi, parce que par art contemporain, on, on désigne un type d'art qui est celui qui est promu, reconnu, soutenu par les institutions, qui acceptent les règles du marché de l'art, telles que la construisent les musées, les galeries ou les critiques. La sociologue Nathalie Heinisch désigne l'art contemporain comme un paradigme spécifique de l'art. Par paradigme, elle entend une vision, une représentation, une façon particulière de concevoir l'art. Dans son livre Le paradigme de l'art contemporain, paru en 2014, la sociologue distingue trois grands paradigmes au sein du monde de l'art: le classique, le moderne et le contemporain, chacun constituant une rupture majeure avec le précédent, non seulement sur un plan esthétique, mais aussi dans le domaine institutionnel, organisationnel, économique et logistique. Chaque paradigme de l'art repose, selon elle, sur des systèmes de valeurs différents et sur un type de structuration différent du monde de l'art. L'art contemporain serait donc, selon cette thèse, un système de fonctionnement de l'art spécifique, et il ne se réduirait pas seulement à des types de contenus, de styles ou de formes. Ce type particulier de rapport à l'art, qui se distinguerait donc d'un système de fonctionnement classique ou moderne, englobe toute une série de paramètres, comme le regard que l'on porte sur les œuvres, mais aussi le statut des artistes, le rôle des institutions ou des intermédiaires. La particularité et l'intérêt de l'approche de l'art proposée par la sociologue Nathalie Heinisch est qu'elle n'envisage pas le classique, le moderne ou le contemporain comme des courants historiques de l'art qui se succéderaient dans le temps, mais comme des manières différentes de voir et de concevoir l'art qui influencent la perception que l'on a des artistes et des œuvres. La conception ou le paradigme classique de l'art est en gros une conception qui prévaut et qui domine la vision de l'art jusqu'au XVIIIe siècle en Europe. Cette conception classique repose sur plusieurs convictions et principes que je rappelle de façon très schématique. L'art est
d'abord appréhendé dans cette perspective comme la démonstration d'un savoir-faire technique. Il doit par ailleurs représenter le beau, une notion fondamentale dans la culture occidentale que l'on ne connaît pas dans d'autres cultures. Et ce beau est lié à la capacité des artistes à reproduire et à imiter le réel. Dans la conception classique, l'art est aussi rattaché à la notion de plaisir. Il doit déclencher une émotion, un saisissement, il doit nous toucher. L'objet d'art est envisagé enfin comme un objet unique et original. Dans le paradigme de l'art moderne, qui se développe à partir du milieu du XIXe siècle, le but de l'art n'est plus d'imiter le réel. On le voit bien par exemple dans les premiers mouvements d'avant-garde du XXe siècle, où les chevaux du peintre expressionniste allemand Franz Marc deviennent bleus. L'œuvre d'art doit maintenant nous communiquer une intériorité, ou ce que Vassili Kandinsky, le peintre russe, appelle la nécessité intérieure de l'artiste, autrement dit sa vision du monde. L'expression de l'individualité de l'artiste y est essentielle. Fondé sur le refus du beau et de la représentation mimétique du réel, l'art moderne ne veut pas imiter, il veut expérimenter. Si l'art moderne veut rompre avec le paradigme, donc l'approche et la perception classique de l'art, il garde toutefois des points communs avec lui. L'art classique comme l'art moderne continue par exemple de considérer que l'œuvre d'art est la finalité ultime du travail de l'artiste. Cela ne vaudra plus, nous le verrons, pour l'art contemporain. Le paradigme de l'art contemporain se développe quant à lui autour des années 50 et 60 du XXe siècle. Les changements, notamment dans les arts visuels au cours des années 60, amorcent alors une crise du paradigme moderne de l'art, par rapport à laquelle va se définir dorénavant le contemporain. Le paradigme de l'art contemporain, qui se met peu à peu en place à partir donc du milieu du XXe siècle, accorde, comme l'art moderne, une place importante à la transgression, donc au dépassement des limites et des frontières. Mais celle-ci ne porte plus uniquement sur les conventions de la figuration et donc de la représentation du réel. Elle porte sur la notion même d'œuvre d'art. Nathalie Heinisch souligne ainsi que dans l'art contemporain, l'œuvre ne réside plus dans l'objet proposé par l'artiste, mais dans un ensemble de discours, de commentaires, d'actes, de légendes, de gestes, de postures qui circulent et qui entourent une proposition artistique. L'un des aspects les plus notables de l'activité artistique est que ce qui fait œuvre n'est pas un objet, mais ça peut être une idée, comme je le disais, une posture, un ensemble de commentaires. Un autre aspect de la transgression dans le paradigme de l'art contemporain concerne la dissolution des frontières entre art et non-art. On y reviendra. Si dans le paradigme classique et moderne, l'œuvre était la finalité et représentait la personnalité de l'artiste, ainsi que sa sensibilité, voire son intériorité, avec l'art contemporain, c'est le jeu avec l'environnement de l'œuvre ou son contexte qui prime, le jeu avec les cadres institutionnels, voire avec l'espace d'exposition des œuvres, et même avec le temps qui est générateur de nouvelles formes artistiques. Alors que le paradigme moderne de l'art cultive les sensations ou l'élévation spirituelle, le paradigme contemporain cultive quant à lui la distance, qu'elle soit physique, juridique ou morale. L'intérêt de cette thèse de la sociologue Nathalie Heinisch, on l'aura compris, est de montrer que les différents paradigmes peuvent coexister simultanément dans l'art d'aujourd'hui. On peut par exemple trouver aujourd'hui des artistes qui continuent sur un plan esthétique à travailler selon les paradigmes classiques ou modernes de l'art, qui cherchent par exemple à représenter le beau, comme dans l'art classique, ou qui veulent expérimenter avec leurs matériaux, comme dans l'art moderne, dans le cadre d'une œuvre finie, mais qui sont obligés dans le même temps de trouver des investisseurs à Londres, à Paris ou à New York pour financer leur travail, ce qui est une spécificité des artistes contemporains. À l'inverse, une grande partie des publics de l'art rejettent parfois aujourd'hui l'art contemporain,
car ils attendent encore de lui qu'il réponde à des attentes esthétiques relevant plutôt du paradigme moderne, voire classique de l'art. Ils refusent par exemple des œuvres trop abstraites ou se sentent démunis devant des pratiques esthétiques qui refusent le beau et qui transgressent les frontières classiques des œuvres en combinant peinture, sculpture, documents audio ou vidéo. L'art contemporain ne doit donc pas être confondu avec l'art du temps présent. Il est une manière de voir l'art aujourd'hui, de le vivre aussi, mais on peut encore de nos jours tout à fait trouver des artistes qui travaillent à la manière des classiques. Dans ce cours, ce sont bien évidemment les nouvelles pratiques qui vont toutefois essentiellement retenir notre attention. Images et discours sur l'art et les artistes. La distinction établie par Nathalie Heinisch entre trois manières de considérer l'art et le travail artistique montre clairement Images et discours sur l'art et les artistes. La distinction établie par Nathalie Heinisch entre trois manières de considérer l'art et le travail artistique montre clairement qu'au fil du temps, il y a eu des bouleversements importants dans les manières d'appréhender et de concevoir l'art. On ne peut d'ailleurs comprendre certaines évolutions actuelles et la manière dont on le pratique aujourd'hui qu'en ayant véritablement conscience de l'évolution des perceptions dont la pratique artistique a fait l'objet au cours des siècles, car les artistes s'inscrivent immanquablement dans cette histoire, même si c'est parfois pour rompre avec elle. À cette fin, je voudrais, dans cette seconde partie de l'introduction, essayer de baliser le territoire sur lequel nous entrons et présenter le contexte dans lequel nous parlons, en rappelant quelques grandes étapes du discours sur l'art à travers le temps et en faisant un petit historique des différentes manières dont on a pu l'envisager au fil des siècles. Quand on fait une recherche bibliographique, même rapide et superficielle sur Internet, on constate qu'il existe une liste interminable de livres et de manifestations en tout genre sur la question de l'art et des artistes. Cet intérêt et cette profusion de travaux contrastent d'ailleurs singulièrement avec le statut précaire dans lequel vivent nombre d'artistes aujourd'hui. Nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce point. Et on observe aussi d'autre part que les approches possibles d'un tel sujet sont multiples, car il couvre non seulement un large spectre de questions, mais aussi de disciplines. Sur le plan scientifique, c'est-à-dire dans le domaine de la recherche et de la réflexion critique, on remarque d'abord que la question de l'art et des artistes est au carrefour de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales. À ce titre, elle intéresse des chercheurs venant de différents horizons que je voudrais rapidement évoquer, car ils ont joué non seulement un rôle considérable dans notre perception de l'art, mais ont aussi promu des méthodes et des objets d'analyse de la question qui ont progressivement mis en avant des aspects différents et fait émerger des problématiques nouvelles. En Europe, la question de l'art et des artistes est traditionnellement au cœur de l'histoire de l'art. Même si l'histoire de l'art ne se constitue en tant que discipline scientifique qu'à partir du XVIIIe-XIXe siècle, il existe une longue tradition d'écrits et de propos sur l'art qui remonte à l'Antiquité. Parmi les précurseurs de la discipline et ses pères fondateurs, on compte notamment Pline l'Ancien, un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est l'auteur d'une monumentale encyclopédie d'histoire naturelle dans laquelle il cherchait à référencer toutes les connaissances et les arts liés à la nature ou qui en tiraient leurs matériaux. Les livres de Pline l'Ancien qui ont été importants pour l'histoire de l'art sont notamment les livres 33 à 37 de son encyclopédie. Le livre 35 traite par exemple de la peinture et des couleurs. Il évoque aussi des peintres célèbres. Les livres 36 et 37 portent quant à eux sur les pierres précieuses, dont les artistes pouvaient se servir pour leur œuvre. Un autre pionnier célèbre de l'histoire de l'art en Europe est l'architecte et peintre toscan de la Renaissance Giorgio Vasari, qui travailla un temps à la cour des Médicis à Florence ou pour le cardinal Alessandro Farnese à Rome. Il est l'auteur d'un recueil de biographies, embrassant dans sa première édition, parue à Florence en 1550, la vie et l'œuvre de plus de 200 artistes, principalement florentins,
qui étaient des contemporains qu'il a côtoyés pour certains, comme Michel-Ange ou Raphaël, ou des artistes du passé. Cette compilation de portraits d'artistes est intitulée Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens. Un ouvrage couramment abrégé en Lévité, dans la mesure où son titre original est encore un petit peu plus long que celui que je viens de citer. Vasari y détaille la vie, les œuvres, les choix stylistiques des artistes, mais rapporte aussi beaucoup d'anecdotes et de légendes. Il tend notamment à héroïser l'histoire de l'art, quitte à inventer ou à extrapoler. Les vies est ainsi un texte hybride, un récit à la fois historiographique et largement mythographique. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'une des publications fondatrices de l'histoire de l'art, notamment la seconde édition, largement remaniée de son livre. Il y rajoutera notamment une centaine de portraits, dont certains fictifs. Cette seconde édition est parue à Florence en 1568. Un autre grand nom de la discipline est l'allemand Johann Joachim Winckelmann, un archéologue et un antiquaire qui fut aussi l'un des grands essayistes de son époque. Ses textes sont jusqu'à aujourd'hui des classiques de l'histoire de l'art, car il fut l'un des premiers à envisager une véritable histoire des œuvres antiques, à y distinguer des styles, des évolutions, des zones de rayonnement. En 1755, il publie ses réflexions sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture, une œuvre canonique de l'histoire de l'art qui aura un retentissement international. En 1767, il publiera aussi son Histoire de l'art dans l'Antiquité. Pour en savoir plus sur ses théories et sur l'influence considérable qu'ont eu ses conceptions de l'art en Europe, je vous renvoie à deux travaux d'un genre un peu différent. À un travail scientifique qui est celui d'Elisabeth de Gueltaud, la grande spécialiste de Winckelmann, qui a publié notamment une enquête sur la genèse de l'histoire de l'art aux presses universitaires de France en 2000, et un documentaire plus conçu pour un large public et qui a été diffusé sur Arte en 2017 et que vous pouvez encore trouver dans la médiathèque de la chaîne franco-allemande, Johann Winckelmann ou l'amour de l'art, réalisé par Christian Feierabend. Si l'on considère l'histoire de l'art telle qu'elle s'est mise en place à partir des trois pionniers que nous venons d'évoquer, on pourrait dire très schématiquement que jusqu'au milieu du XXe siècle, les historiens de l'art en Europe ont surtout été focalisés sur l'étude des styles et de la personnalité des artistes. Ce qui les intéresse, ou qui les intéressait, était de cerner le phénomène de la création artistique en l'inscrivant dans une histoire, envisagée le plus souvent dans une vision progressiste, c'est-à-dire qu'on tendait à considérer qu'il y aurait un développement, une évolution, voire un progrès constant de l'art. Cette approche de l'art est fortement contestée aujourd'hui. On lui reproche d'abord de propager une conception élitiste de l'art, dans la mesure où elle fait la part belle aux beaux-arts, la peinture, la sculpture, l'architecture, et qu'elle tend à négliger les arts populaires ou les formes d'art oral par définition éphémères. On lui reproche aussi d'idéaliser l'art avec un grand A et de manifester une certaine indifférence aux réalités matérielles, concrètes, techniques de création des œuvres ou même de l'environnement des artistes. On lui reproche enfin de défendre une forme d'ethnocentrisme occidental, de prendre donc l'art occidental comme mesure de toute forme d'art, en mettant en avant l'importance par exemple des arts chrétiens ou de ses sources gréco-romaines. La discipline de l'histoire de l'art a évolué toutefois. Dans la seconde moitié du XXe siècle, à partir des années 1970, émerge dans les pays anglo-saxons et en Allemagne notamment une nouvelle histoire de l'art, qu'on appelle dans les pays anglo-saxons la New Art History. Cette New Art History, donc cette nouvelle histoire de l'art, se comprend comme une histoire sociale de l'art. Inspirée du marxisme, cette orientation nouvelle insiste sur la contextualisation des œuvres. Mais contrairement aux approches socio-historiques classiques, elle souligne le fait que la société ne se situe pas au-delà ou derrière les œuvres, mais que la représentation artistique est elle-même une pratique sociale et que par conséquent, elle doit être appréhendée et décrite en termes sociaux. Cette nouvelle orientation accorde donc beaucoup moins d'attention à la catégorie traditionnellement centrale du style,
ou celle de la personnalité de l'artiste. La nouvelle histoire de l'art, comme l'explique Anna Vesely dans un article paru en 2003 et référencé dans la bibliographie de ce cours, montre que les œuvres et les intentions ou décisions artistiques sont motivées par le contexte institutionnel de la production sociale de l'art. Les motivations et les désirs des mécènes ou du public y jouent donc un rôle aussi fondamental que les motivations des artistes eux-mêmes. La question de l'art n'intéresse pas que les historiens de l'art, mais aussi les philosophes, en particulier la philosophie de l'art, qui est une branche dédiée de la philosophie, qu'on appelle aussi l'esthétique. C'est à partir du XVIIIe siècle que la réflexion sur l'art en philosophie prend le nom d'esthétique. C'est le philosophe allemand, Alexander Gottlieb Baumgarten, qui a le premier en effet qualifié d'esthétique cette branche de la philosophie qui réfléchit sur l'art. Le mot esthétique vient du grec esthétikos, qui signifie la perception par les sens ou encore la faculté de sentir. Dans l'esthétique, on pourrait donc dire que la question de la création artistique est étroitement liée à celle de la perception de l'art et à ses effets. L'esthétique comme branche de la philosophie est très marquée par l'héritage grec et notamment par les réflexions sur l'art de Platon. Dans un dialogue célèbre intitulé Le Grand Hippias ou Sur le beau, Platon développe ses réflexions sur le beau à partir d'un échange dans lequel Socrate demande à l'élève Hippias de lui dire ce que c'est que le beau. Le but de Platon n'est pas de chercher ce qui est beau, mais ce qu'est le beau, c'est-à-dire le beau en soi, son essence. Ce n'est pas le bel objet qui intéresse Platon, mais l'être du beau, sa définition, son idée. Autrement dit, le beau est une notion abstraite, ce que rend bien d'ailleurs la substantivation de l'adjectif, même si ce beau a aussi une dimension sensible et concrète. Cette distinction d'une réalité intelligible et sensible est par ailleurs un héritage de la philosophie grecque. Dans ce dialogue, les interlocuteurs, mis en scène par Platon, donnent plusieurs définitions de la beauté que l'on retrouvera au cours des siècles. Le beau, je cite, c'est le convenable, le beau c'est l'utile, ce qui est avantageux, le beau c'est le plaisir que l'on trouve à travers la vue et l'ouïe. On pourrait dire, dans un raccourci quelque peu schématique, que chez Platon, la beauté, c'est le vrai et c'est aussi le bien. Le beau était à l'époque classique, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, une catégorie liée à la notion donc de goût et de plaisir, mais aussi de représentation. La représentation comprise ici comme imitation, comme ressemblance au réel. Dans la critique de la faculté de juger que le philosophe allemand Emmanuel Kant publie en 1790, il écrit « La beauté artistique est une belle représentation ». À la suite de Platon, puis de Baumgarten et de Kant, l'esthétique est donc la science qui traite du beau et du sentiment qu'il fait naître en nous. Ce qui est particulièrement novateur par rapport à Platon, chez Baumgarten et Kant, c'est que le beau n'est plus lié à la notion de bien. Jusqu'à l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du XIXe siècle en gros, l'art a été appréhendé à travers cette catégorie du beau. Nous verrons que cette catégorie n'est plus opérante dans l'art actuel. L'art moderne en Europe peut être décrit comme un effort de sortir du beau, de séparer l'art du beau. Autrement dit, de sortir du primat de la représentation mimétique du réel, du jugement esthétique ou du sentiment de plaisir. Dans la tradition occidentale, le beau est conçu en effet comme un saisissement, comme un choc qui vous émeut. L'un des aspects parfois déroutants de l'art contemporain est qu'il essaye lui aussi de rompre avec cet héritage. L'art contemporain ne se préoccupe plus de créer ou de produire du beau. Il cherche à transgresser les critères artistiques et esthétiques qui définissaient encore l'art classique. Sur ce point, il rejoint l'art moderne, qui avait lui aussi cherché à rompre avec des règles traditionnelles de l'art, comme la mise en perspective ou la figuration. Mais l'art contemporain va encore un petit peu plus loin dans la mesure où il transgresse non seulement des cadres esthétiques, mais aussi des cadres des disciplines, voire les cadres moraux et juridiques. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Je voulais pour finir rappeler que dans d'autres cultures anciennes, comme celle de la Chine par exemple, le beau n'est pas une catégorie opératoire, et l'esthétique en tant que science du beau n'existe pas dans l'art chinois. Loin de se situer dans la gestuelle ou dans l'expression, l'activité artistique tient avant tout dans la conception de la Chine ancienne, dans l'attitude spirituelle de l'artiste ou de l'auteur de l'œuvre. Les traités sur l'art constituent une part considérable de l'art littéraire et de la philosophie en Chine, où les premiers traités sur la peinture de paysage apparaissent dès le IVe siècle. Cela tient au fait que la peinture chinoise se définit en priorité par la présence du coup de pinceau et par sa proximité avec l'art de l'écriture. C'est pourquoi les deux arts, peinture et calligraphie, sont présentés de façon parallèle. Une troisième discipline qui réfléchit non seulement à la question de l'art et à la situation des artistes, mais qui a considérablement modifié aussi la manière dont nous abordons la question aujourd'hui, est la sociologie. Le développement du regard sociologique sur l'art est un phénomène relativement récent, la discipline elle-même n'étant née qu'à la fin du XIXe siècle. L'un des grands apports de la sociologie à la compréhension du phénomène artistique est qu'elle le contextualise et analyse donc la création dans son environnement. C'est à partir de la fin du XIXe siècle que l'on commence à placer les arts et à les analyser dans le contexte des idées d'une époque. Un texte fondateur en ce domaine est le monumental essai de l'historien de l'art suisse Jacob Burckhardt, La civilisation de la Renaissance en Italie, est publié en 1860. Même si cet ouvrage déconcerte par certains côtés, il a joué un rôle fondamental dans notre manière de percevoir la Renaissance. Le livre de Burckhardt replace l'évolution artistique dans le contexte des nouvelles formes politiques qui émergent alors dans les républiques italiennes du Quattrocento. Et il insiste sur l'influence qu'a eue pour l'art l'affirmation de l'individu, placé désormais au centre de la société. Burckhardt montre aussi que la politique et l'administration étaient considérées alors comme des arts. Il élargit de ce fait la notion d'art à la culture des fêtes, mais aussi à celle des machines de guerre, à l'analyse des principes de l'éducation, des sciences et de la religion. Un autre penseur précurseur en ce domaine est l'artiste et intellectuel anglais William Morris. Morris vit, écrit et travaille dans l'Angleterre du XIXe siècle. L'Angleterre est alors la plus grande puissance industrielle de l'époque, et dans ce contexte, Morris réfléchit à la place des artistes et à la fonction de l'art dans un système de production industrielle. Morris était lui-même un artiste polyvalent, peintre, architecte, écrivain, traducteur, et aussi un entrepreneur, et notamment un décorateur de renom. Toute sa vie, il fut un militant socialiste de tendance libertaire et marxiste, un homme engagé donc, qui multiplia les écrits révolutionnaires dans lesquels il combinait un grand engagement social et une critique acerbe de l'art et de la société de son temps. Morris dénonçait les abus de la société industrielle de l'époque victorienne et sa recherche effrénée de profit. Il dénonçait la déshumanisation du travail que générait la mécanisation. Il leur reprochait d'accentuer le fossé entre les classes sociales et de réduire la vie des ouvriers à une vie de misère. Morris insistait beaucoup sur la fonction sociale de l'art, qui doit, selon lui, permettre de lutter contre l'aliénation de l'homme et ne pas se réduire à une activité purement industrielle et commerciale. L'art, dit-il, doit favoriser un échange fructueux entre différents corps de métier, entre les artistes et les artisans, et il doit surtout élever l'être humain. Sa modernité, et on pourrait dire aussi son actualité, est qu'il déplorait déjà à son époque les effets dévastateurs de la commercialisation de l'art. Visionnaire, Maurice avait d'ailleurs prophétisé la disparition de l'artisanat dès 1889, en écrivant « Voilà en bref notre position d'artiste, nous sommes les derniers représentants de l'artisanat auquel la production marchande a porté un coup fatal. » Maurice plaidera dans cet esprit pour un rapprochement entre l'art et l'artisanat et pour le développement des arts appliqués, plus connus de nos jours sous le terme générique de design,
Il sera à l'origine du concept des arts and crafts, donc de l'art et de l'artisanat, qui sera central dans le développement de l'art nouveau européen autour de 1900. Cette approche qui vise à penser l'art dans son rapport à la société a d'importants continuateurs au XXe siècle. Je ne peux évidemment tous les citer, mais je vous renvoie à l'article référencé en bas de cette page sur les 3 moments de la sociologie de l'art, qui s'arrête sur quelques moments importants de l'évolution de la discipline. Je me contenterai pour ma part de mettre en lumière quelques changements essentiels dans notre perspective. Au début du XXe siècle, les sociologues allemands, Max Weber ou Georg Simmel par exemple, rapprocheront les formes d'art des idéologies ou des modes de gouvernement de l'époque. Suivront ensuite les études d'Erwin Panofsky dans la seconde moitié du XXe siècle. Toutes ont ceci en commun que loin de considérer l'histoire de l'art comme le simple récit événementiel de la succession des œuvres, des artistes ou des styles, ceux-ci mettent les œuvres en perspective par rapport au contexte culturel, historique, politique dans lequel elles sont nées, en essayant de comprendre leur signification à l'époque de leur production. Dans cette perspective, on ne prend donc plus seulement en compte les intentions de l'artiste, mais aussi celles des commanditaires et les attentes du public. Pour résumer les choses, on pourrait donc dire que les sociologues de l'art attribuent une place centrale aux interactions entre l'art et la société. Ces recherches dans le champ de la sociologie de l'art ont connu toutefois, comme en histoire de l'art, une inflexion au fil du temps et elles ont évolué. On est passé, là encore dans un raccourci un peu bref, pourrait-on dire, on est passé de la sociologie des arts à la sociologie des milieux artistiques. La première sociologie, qui s'intéressait donc à l'art, l'étudiait comme une dimension de la vie sociale, commune à tous les milieux sociaux. Cette orientation est délaissée aujourd'hui par les sociologues, au profit de ce que l'on pourrait appeler la sociologie des artistes et des milieux artistiques, qui analyse plutôt quant à elle les relations entre les différents acteurs du monde de l'art, les artistes, les institutions, le public. Et elle se penche de manière plus concrète aussi sur les cadres sociaux et institutionnels de la production et de la réception de l'art. L'art n'apparaît plus dès lors comme une activité, mais comme un système de valeurs, un réseau d'acteurs qui sont en relation les uns avec les autres et qui exercent aussi des pressions les uns sur les autres. Je voudrais pour finir évoquer un sociologue qui a eu une influence décisive sur la conception de l'art à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Il s'agit du sociologue français Pierre Bourdieu. Pour lui, l'art est ce qu'il appelle un bien symbolique, qui relève d'une production culturelle, qu'il définit comme un système de relations sociales relativement autonome, qu'il appelle champ. Au sein du champ culturel, il distingue un champ littéraire, un champ artistique, etc. Ces champs, donc on pourrait dire ces réseaux, ces univers de relations, sont pour lui le lieu d'une lutte permanente qui touche à la fois l'organisation interne du réseau et la position de chacun des intervenants dans ce système. Autrement dit, la culture est comprise comme une sorte de vaste champ de bataille et de mise en concurrence, où les écrivains, par exemple, seraient en rivalité avec les cinéastes ou les comédiens pour gagner la reconnaissance du public et accroître leur légitimité sociale. Mais les intentions des artistes y seraient de la même façon en concurrence avec les intentions des éditeurs, des producteurs de cinéma ou des propriétaires de musées. Chaque acteur du champ culturel et artistique aurait ainsi des intérêts spécifiques qui dépassent les intérêts ou les intentions proprement esthétiques des artistes. Dans L'amour de l'art, publié en 1966, Pierre Bourdieu est aussi l'un des premiers à montrer à quel point le goût pour l'art est lié à la position socio-culturelle des publics qui le consomment. La familiarité avec l'art est conditionnée selon lui par le milieu social dont on est originaire. On va donc aimer par exemple la musique classique parce que l'on est issu d'un milieu bourgeois dans lequel on a été initié à cette musique. De la même façon, on va mépriser un art oral qui n'est pas considéré comme faisant partie d'un art d'élite. L'amour de l'art apparaît ainsi, selon lui, ou est le fruit, pour Pierre Bourdieu, d'une domination culturelle de certains milieux, et c'est une composante de ce qu'il appelle le capital culturel.
À la suite de Bourdieu, la sociologie tendra à désenchanter l'art, l'art apparaissant, comme je le disais, de plus en plus comme un univers dans lequel les activités artistiques relèvent aussi d'enjeux politiques, économiques. Elles relèvent d'un marché de l'art dans lequel les motivations esthétiques ne sont que des paravents d'enjeux beaucoup plus sociaux, hiérarchiques ou économiques et symboliques. Nathalie Heinrich, qui est une élève de Bourdieu, poursuit cette réflexion sur l'art et s'intéresse quant à elle à la manière dont les différents styles artistiques, notamment dans les arts plastiques par exemple, sont perçus par les créateurs, par les experts ou par le public. Elle s'interroge notamment sur la reconnaissance de certaines formes d'art plutôt que d'autres, et elle s'interroge sur les disparités qui peuvent exister entre la perception et la réception de certaines œuvres. Elle a notamment tenté de décrire le rapport paradoxal qu'entretient le grand public aujourd'hui avec l'art contemporain. Nous aurons l'occasion d'y revenir. L'art ne se réduit donc plus, on l'aura compris, aux œuvres elles-mêmes. Il est compris comme un mode de fonctionnement spécifique, un dispositif complexe où interagissent des artistes producteurs, un public récepteur, des commanditaires. L'art est un univers d'interaction et de pratique dans lesquels les œuvres elles-mêmes ou les artistes ne constituent qu'un ou deux maillons de la chaîne. La question de l'art et de la situation des artistes est aussi une question politique, dès lors que l'on considère qu'elle engage la place et le rôle que l'on accorde aux artistes dans la société et qu'on s'interroge sur leurs conditions d'existence. Il est vrai que l'époque romantique avait développé au début du XIXe siècle une vision, voire un mythe de l'artiste, le décrivant comme un génie ou comme un marginal, étranger à son siècle. On tendait alors à privilégier la dimension individuelle de la création artistique. Mais cette vision de l'artiste a changé au fil du temps. Nous l'avons évoqué plus haut. Et l'on tend à considérer de plus en plus aujourd'hui l'art dans son environnement. Une particularité du travail artistique est que les artistes ont besoin des pouvoirs publics pour vivre. Pendant longtemps, ils eurent des mécènes qui pouvaient être des princes, des rois, voire l'Église. Aujourd'hui, à côté des galeries et des collectionneurs, qui sont traditionnellement ceux qui diffusent l'art et le défendent, il existe aussi un subventionnement public des artistes, par les musées, par le biais des centres d'art, des fondations, des résidences d'auteurs. Les artistes interviennent aussi dans des lieux publics, comme les écoles, les hôpitaux, les prisons. Et ce soutien à l'art relève donc de choix de société qui sont aussi des choix politiques. Dans le discours politique pourtant, et quel que soit le pays concerné, on ne parle guère en général de l'art et des artistes. On parle plus généralement de la culture, qui est une notion assez floue et très élastique. Dans nos démocraties occidentales, l'enjeu principal de l'art est d'abord aujourd'hui sa démocratisation, c'est-à-dire que la question de l'art pose à la politique la question de l'accès de tous à l'art et à la culture, essentielle au maintien d'un tissu social. La démocratisation de l'art ne signifie pas seulement que l'on veut ouvrir la culture à chacun, mais qu'elle doit aussi encourager chaque citoyen à se faire artiste. L'art est donc essentiellement perçu en politique comme un facteur d'intégration sociale, dans le cadre d'une politique culturelle qui s'efforce de promouvoir la création artistique et d'en assurer une diffusion démocratisée. Aujourd'hui, les deux questions les plus politiques concernant la situation des artistes portent 1 sur la liberté d'expression, 2 sur la question épineuse des droits d'auteur, avec l'explosion d'Internet et le développement des nouvelles technologies. Pour ce qui est du premier point, la liberté d'expression, c'est un sujet dont s'est emparé l'UNESCO en novembre 2015, à l'initiative du Danemark, de la Norvège et de la Suède, en organisant un panel de discussion réunissant des experts de la culture et des artistes. Le but affiché était d'améliorer la condition de l'artiste et de la liberté d'expression. Régulièrement, les États membres de l'UNESCO font un rapport devant la conférence générale, et ces rapports couvrent une vaste gamme de problématiques,
allant de la condition sociale et économique de l'artiste aux défis contemporains tels que la liberté artistique, les technologies numériques et Internet, la mobilité des artistes et leur protection sociale. L'UNESCO dispose de deux instruments de mesure, ou plutôt les États membres disposent de deux instruments de mesure pour estimer cette question de la liberté d'expression des artistes. Ils se fondent notamment sur deux textes, une recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste et la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Sur la question de la liberté d'expression, je voudrais évoquer le cas d'un artiste contemporain dont tout le travail est axé justement sur cette question. L'artiste Piotr Pawlenski est un Russe de 34 ans qui a acquis ces dernières années une notoriété internationale en défiant les autorités de Moscou et la politique sécuritaire de Vladimir Poutine par des performances spectaculaires qui dénonçaient les dangers pesant sur la liberté d'expression, sur celle non seulement des artistes, mais aussi de la société dans son ensemble. Dans le cadre d'une performance artistique en 2015, Pawlenski avait mis le feu notamment aux portes de la Loubianka, le siège des services de sécurité russes, le FSB, l'héritier du KGB, en expliquant qu'il s'agissait pour lui de montrer que ces portes étaient des portes de l'enfer, symbolisant, je le cite, la peur qui transforme les hommes libres en une masse gluante. En 2012, en soutien au groupe féministe contestataire Pussy Riot, qui avait été emprisonné après avoir chanté un couplet anti-Poutine dans une église, Piotr Pawlenski s'était cousu les lèvres devant la cathédrale de Saint-Pétersbourg. En mai 2013, il s'était exposé nu, enroulé dans du fil de fer barbelé, pour protester contre des lois qu'il jugeait liberticides en Russie, les barbelés symbolisant ici l'emprisonnement des gens et l'absence de liberté. La même année, il se clouera les testicules au sol devant le Kremlin, dans une métaphore, là aussi je le cite, de la passivité et du fatalisme de la société russe. Après une mobilisation internationale et 7 mois de détention provisoire pour sa mise à feu des portes du FSB, l'artiste russe ne sera condamné en juin 2016 qu'à une amende pour dégradation du patrimoine culturel. Fin 2016, Piotr Pawlenski obtiendra finalement l'asile politique en France et depuis début 2017, il a le statut de réfugié. En octobre 2017, toutefois, à l'occasion du centenaire de la Révolution russe, il réitérera son geste en France en mettant le feu cette fois aux grilles de l'agence de la Banque de France, place de la Bastille à Paris. Place de la Bastille, c'est dire que c'est tout un symbole de liberté qui incarne la Révolution française. Après avoir mis le feu, il a posé devant les photographes pour des clichés qui feront le tour du monde et des réseaux sociaux. Cette performance, il la nomme éclairage, et il la justifie en disant que, je le cite, les banquiers ont pris aujourd'hui la place des monarques. Il est en détention provisoire depuis, et la relative indifférence qui entoure sa situation en France tranche avec l'émotion qu'avait suscité sa performance en Russie. Il encourt désormais une peine de 10 ans d'emprisonnement. Pour ce qui est du second point, la problématique des droits d'auteur, je voudrais surtout rappeler que le Parlement européen s'est emparé de la question et qu'il a adopté dans la douleur, le 12 septembre 2018, une directive sur les droits d'auteur qui vise à protéger la création et l'information par rapport aux géants du net, ceux que l'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, mais aussi les grandes plateformes numériques, YouTube, Twitter. Cette directive vise à protéger les contenus culturels hébergés sur Internet, donc la musique, la presse, les textes, et elle permet la mise en place de filtres pour éviter une utilisation illégale de données. Cette directive du Parlement européen prévoit aussi la création d'un droit voisin, une forme spécifique de droit d'auteur qui donnera la possibilité aux médias, aux éditeurs ou aux artistes de réclamer le paiement de royalties lorsque des plateformes numériques diffusent des extraits de leurs œuvres accompagnés d'un lien. Cette initiative et cette directive marquent incontestablement une victoire des industries créatives européennes par rapport aux géants du net. Mais ces détracteurs ne manquent pas de dénoncer un coup porté à la liberté d'expression numérique sur Internet, dans la mesure
où la circulation des contenus est désormais contrôlée.